Autofocus, le podcast de la rédaction de Caradisiac avec Pierre-Olivier Marie. J'ai un cousin qui s'y connaît beaucoup en voiture qui m'avait conseillé qualité-prix Dacia. Moi j'ai bien aimé le rapport qualité-prix. 88 000 km sans problème. Je suis très satisfait moi. Ces voitures-là, c'est du quasiment sans entretien. C'est une bonne voiture qui roule bien. Dacia est l'une des plus belles réussites de l'industrie automobile des dernières années, comme en témoignent les 9 millions de véhicules écoulés depuis 2004. La marque roumaine s'apparente à une véritable pépite au sein du groupe Renault, et une pépite dont nous allons maintenant examiner les atouts et faiblesses éventuels en compagnie de Manuel Caillot, journaliste spécialiste du produit au sein de la rédaction Caradisiac, et de Michel Holz, qui traite plus particulièrement des aspects économiques. Le secret de Dacia, c'est de proposer des véhicules au juste prix, démarche particulièrement judicieuse dans un contexte d'inflation continue des tarifs des voitures neuves. Le consommateur en a pour son argent et ne s'y trompe pas. Les résultats de Dacia sont d'autant plus remarquables qu'ils reposent sur une gamme réduite qui ne comptait jusqu'ici que 4 modèles que sont la Spring, une petite électrique, la Sandero, voiture la plus vendue en Europe en 2024, le Jogger, un break modulable offrant jusqu'à 7 places, et le Duster, le SUV compact bien connu. Il reste donc de nouveaux marchés à explorer, ce à quoi Dacia s'attelle dès cette année en lançant le Bigster, un SUV à vocation familiale long de 4,57 m et offrant un volume de chargement exemplaire. Le tout à prix Dacia, puisque la gamme démarre à 24 990 €. Manuel Caillot, ce Bigster, tu le connais, j'ai l'impression que cette montée en gamme t'a plutôt convaincu. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que effectivement, c'est quand même un modèle qui a des prestations globales qui sont un petit peu supérieures à la fois au Duster, sur lequel il se base, et aussi aux autres modèles de la gamme. C'est vrai que Dacia a fait ce qu'il fallait pour l'améliorer un petit peu, une meilleure sonorisation, un équipement encore supérieur par rapport aux autres modèles de la gamme. Beaucoup d'espace à bord, effectivement, tu l'as dit, il est plus grand, un gros volume de coffre. C'est vrai que ça manquait un petit peu au Duster pour les familles qui commencent à devenir nombreuses, on va dire, à partir de 2 ou 3 enfants. Mais malgré tout, il garde aussi des gènes Dacia, c'est-à-dire que c'est pas non plus un modèle généraliste, même s'il y a une réelle montée en gamme. Donc on a toujours une insonorisation qui est un petit peu moins bonne que les autres modèles généralistes. C'est une finition qui est encore en dessous des standards généralistes. Mais effectivement, c'est quand même un package qui, si on le rapporte au prix évidemment, parce que c'est toujours ça qu'il faut avoir en tête quand on conduit une Dacia, quel que soit le modèle, on se dit toujours c'est un petit peu moins bien que une Sandero, c'est un petit peu moins bien qu'une Clio, un Duster c'est un petit peu moins bien qu'un Austral ou qu'un Peugeot 3008 évidemment, mais après on se dit la voiture je l'ai quand même payée plusieurs milliers d'euros moins cher. Et oui, c'est ça l'incroyable force de Dacia. Je reprends une citation du patron de Dacia France là, que j'avais interviewé il y a quelques semaines. Il expliquait que le segment des SUV-C, donc les gros SUV familiaux, qui représentent donc 2 800 000 ventes annuelles en Europe, et il disait quand des clients qui ont acheté une de ces autos vont la renouveler, ils vont s'apercevoir que les prix ont terriblement augmenté, ce qui est vrai, alors nous lui proposons la solution Bigster. Donc c'est ça, c'est une solution anti-inflation finalement. Oui, quelque part c'est ça, c'est-à-dire qu'un Bigster aujourd'hui, ça vaut le prix que valait un modèle généraliste il y a 10 ou 15 ans. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a l'inflation qui est passée par là, et tout conducteur, tout client qui avait acheté un Renault Kadjar par exemple, ou un Peugeot 3008, je le disais tout à l'heure, ça valait à l'époque, en entrée de gamme, ça valait 25 000 €. Et c'est le prix aujourd'hui d'un Bigster, avec des prestations chez Dacia qui, comme elles ont été rehaussées, peuvent faire de l'œil à ces clients-là. Finalement, c'est un pari qui semble plutôt gagnant pour le moment, puisque les ventes ont l'air quand même de pas mal décoller assez rapidement, en tout cas en France, et j'imagine en Europe. Dacia donc élargit sa gamme. On va passer aussi en revue les autres modèles, par exemple le Duster. Lui, le Duster, c'est la superstar finalement. Oui. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il existe maintenant. Le Duster, c'est quoi? C'est la voiture familiale par excellence finalement? Familiale, je n'irai pas jusque-là. Enfin, si, bien sûr, ça peut convenir à une petite famille, effectivement. Une famille à petits moyens, mais qui a besoin de polyvalence. De polyvalence et de style. J'écarte un petit peu la première génération, qui au niveau du style était pas forcément extraordinaire. On était à l'époque où Dacia faisait des modèles effectivement très très peu chers, mais dont le style était basique. Après la deuxième génération, effectivement, ça a un peu explosé parce que ça devenait un véhicule qui était joli à regarder. Toujours pas cher, avec des motorisations de plus en plus modernes malgré tout, avec
des consommations en baisse. Alors malgré tout, une fiabilité du coup qui baissait un petit peu. C'est vrai que c'était aussi une caractéristique très intéressante de Dacia pendant très longtemps, c'était la fiabilité. Avec des mécaniques très éprouvées, des solutions techniques simples. Ben oui, avec des châssis qui étaient repris d'anciens modèles Renault, un peu, pas bricolés, je dirais, c'est pas le bon mot, hein, mais c'était des assemblages effectivement de différentes parties de châssis, des moteurs qui étaient dans la gamme Renault, qui étaient utilisés par les Clio 2 à l'époque, on peut remonter jusque-là, et donc à la fiabilité exceptionnelle. Sauf qu'entre-temps, il y a les normes qui sont passées par là, les normes de pollution, donc il a fallu utiliser des moteurs plus modernes. Et c'est vrai que la fiabilité aujourd'hui, même si elle reste très correcte, hein, je ne veux surtout pas laisser penser que Dacia est devenu non fiable, mais un petit peu moins. Et pour revenir à ta question de base, effectivement, oui, le Duster, c'est un modèle assez homogène qui réunit beaucoup de qualités, qui coche beaucoup de cases pour les gens qui se préoccupent quand même assez peu des plastiques moussés dont on parle beaucoup sur tous les sites automobiles, hein, c'est la marotte des journalistes et des commentateurs de nos articles. Mais en tout cas, c'est un véhicule qui rend énormément de services, qui existe en plus en version 4x4, en plus des versions 4.2. Donc c'est pas étonnant qu'il ait explosé et qu'il ait fait des scores de vente extraordinaires. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que ce sont des voitures, le Duster, mais un peu toute la gamme, qui tiennent bien leur valeur sur le marché de l'occasion. Exactement, c'est le cas de tous les modèles qui ont une belle cote d'amour et puis qui rendent vraiment les services auxquels on peut s'attendre, quoi. Et en plus, comme les prix neufs étaient assez bas, même si ça décote pas tant que ça, les prix sont quand même intéressants sur le marché de l'occasion. Donc tout ça concourt à faire qu'il y a un intérêt autour des modèles. Les gens qui mettent en annonce leur Duster, leur Sandero, elles restent parfois juste quelques heures, quelques jours en annonce, et puis ça y est, c'est vendu. Et ça fait que ça maintient les cotes et les valeurs en seconde main, troisième main, à des niveaux très très élevés. C'est un des gros avantages, quel que soit le modèle. Hein. Je parle du Duster, de la Sandero, du Jogger, de tous les modèles et toutes générations confondues. Alors la Sandero, justement, c'est la voiture la plus vendue en Europe l'an dernier, c'est la voiture la plus vendue aux particuliers également. C'est une superstar du marché européen, celle-ci. Mais oui, parce que comme pour le Duster dans son segment, hein, c'est-à-dire celui des citadines polyvalentes, concurrente de la Clio, de la 208, Volkswagen Polo, elle réalise une synthèse vraiment exceptionnelle un peu. Les tarifs très abordables. Alors même si on n'est plus sur les niveaux de la première génération de Sandero qui démarrait à moins de 8 000 €, c'est une voiture qui a les prestations d'une Clio, globalement, juste un peu en dessous surtout, c'est-à-dire un peu moins sonorisé. La finition, elle est un peu moins bonne. L'équipement, il est un peu moins fourni, mais le prix, lui, il est beaucoup moins cher aussi. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi. À l'heure où on n'a quasiment plus aucune citadine à moins de 15 000 €, c'est sûr que la Sandero est un modèle intéressant. Il faut quand même signaler que son prix a beaucoup augmenté lui aussi. Aujourd'hui, pour avoir une Sandero milieu de gamme correctement équipée avec un moteur qui ne soit pas le plus petit à 65 chevaux, c'est quand même 14 000 € si je ne me trompe pas. On n'est plus au niveau de prix, comme je disais, 8 000, 8 500 comme au lancement, mais ils ont supprimé les versions d'entrée de gamme, comme font beaucoup de constructeurs aujourd'hui, donc ça rehausse le ticket d'entrée. Et voilà, donc elle a subi cette inflation, mais c'est pareil, la Clio aussi, la 208 aussi, toutes ses concurrentes aussi. Donc quand on regarde son prix facial et le prix de la concurrence, mais il n'y a rien à mettre en face. Pour les prestations d'une Sandero, il faut chez une marque généraliste, que ce soit Renault, Peugeot, Citroën commence à bien concurrencer Dacia, mais bon, c'est pas le sujet. C'est intéressant. Ouais, c'est-à-dire que comme Dacia augmente ses prix et que certaines marques généralistes, et en l'occurrence Citroën, mais on en reparlera, baissent les siens, ça a tendance à se rapprocher quand même. Mais à date, en tout cas jusqu'à maintenant, il n'y avait rien à mettre en face d'une Sandero, comme il n'y avait rien à mettre en face d'un Duster, pour le même prix et pour un niveau de prestation équivalent. On continue ce rapide passage en vue de la gamme. Il y a également un véhicule qui s'appelle le Jogger, qui est un break modulable. Alors c'est un modèle qui se vend un petit peu moins bien que les autres, mais qui reste malgré tout à succès. Alors c'est pas un SUV, mais c'est quand même un peu surélevé, donc ça reste, on va dire, un peu à la mode. Et c'est aussi une proposition assez rare, c'est-à-dire que c'est ce profil de break qui propose jusqu'à 7 places, ce que ne propose pas le Duster, et ce que ne propose même pas le Bigster d'ailleurs. Parce que même s'il a été agrandi, ça reste un 5 places le Bigster. Donc si on veut avoir 7 places chez Dacia, il faut prendre un Jogger. C'est aussi un modèle qui a proposé à son lancement des motorisations hybrides, donc avec des consommations contenues, pas de malus, voilà. Et en ça reste un choix intéressant pour les familles nombreuses, là pour le coup, les vraies familles nombreuses. Et enfin, on va juste rapidement évoquer la Spring. Alors finalement, c'est peut-être le modèle, donc la Spring, c'est la micro-citadine électrique, ouais. Et c'est le modèle qui marche le moins bien finalement chez Dacia. C'est un modèle qui a extrêmement bien marché jusqu'au moment où il a été privé du bonus écologique
de par sa fabrication chinoise. C'est vrai que ça a été, il me semble, la meilleure vente électrique sur le marché français. Puis ça s'est effondré, d'autant plus qu'il y a de la concurrence qui est arrivée et il y a quelques petits modèles provenance chinoise qui lui ont fait concurrence aussi. Et puis bon, les prestations de la Spring, il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est quand même un peu trop léger, on va dire. Que ce soit en capacité de batterie, en autonomie, en puissance. Quand on conduit une Spring, là on sait pourquoi on paye pas cher. Là pour le coup c'est criant, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et par contre, la Spring, elle va bientôt être remplacée, je crois, par une Sandero électrique. Il est question d'une compacte électrique ou citadine. Oui, tout à fait. Ce qui va la tuer complètement. Même si quand même Dacia a fait certains efforts dernièrement pour sa Spring, en baissant le prix, en réintroduisant un moteur un peu moins puissant pour baisser le ticket d'entrée. Pour le coup, je pense que c'est un modèle qui est en fin de vie, c'est pas hyper intéressant. Pour l'avoir essayé en termes de sécurité, on se sent pas vraiment en sécurité à l'intérieur de cette voiture. À l'époque, quand elle bénéficiait du bonus écologique, on pouvait l'avoir vraiment à pas cher, de mémoire 12 000 et quelques, une fois le bonus déduit. Et pour quelqu'un qui tournait autour de chez lui, qui n'avait pas besoin de faire de grands trajets, ça pouvait être une proposition qui était valable. Merci Manuel Caillot. On va maintenant aborder l'aspect plus économique des choses avec Michel Holz. Alors Michel Holz, tout à l'heure, Manuel parlait de Citroën et je t'ai senti un peu bouillir à ce moment-là ou bondir. Tu avais quelque chose à dire sur Dacia et Citroën? Oui, parce qu'il est évident que Citroën essaye de marcher sur les plates-bandes de Dacia et essaye de se revendiquer low cost ou essentiel comme Dacia se revendique aujourd'hui. Mais c'est difficile parce que Citroën essaie de le faire sans le dire, ce qui n'est pas simple du tout, mais ça commence à se voir dans les produits et donc il faudra du temps avec cette méthode-là de le faire sans en parler. Il faudra du temps, il faudra quelques années et que toute la gamme soit renouvelée de cette manière-là, ce qui n'est pas encore évident sur plusieurs modèles et notamment sur C4 ou peut-être même sur le nouveau C5 Aircross qu'il faudra examiner de très près. Mais même si les tarifs sont en dessous du concurrent et clone 3008 de chez Peugeot, mais cette volonté de Citroën, elle est aujourd'hui claire. Ça a été la volonté aussi d'aller taper Dacia, ça a été la volonté il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Fiat, qui essayait avec Tipo, avec d'autres modèles venus d'Amérique du Sud, qui essayait d'aller sur ce créneau-là du low cost, parce qu'il était très très rentable à la grande époque de Dacia. Mais ils ont laissé tomber, ils ont jeté l'éponge, parce que c'est compliqué avec une marque qui n'a pas la réputation d'être low cost, comme Citroën ou Fiat, qui est plutôt généraliste, de faire du low cost. Sans parler de low cost, c'est très compliqué. Donc on attend de voir ce que Citroën va faire. Tiens d'ailleurs, Michel Holz, écoute Thierry Koskas, le patron de Citroën, ce qu'il disait de Dacia il y a quelques jours, au moment du lancement du C5 Aircross. Je pense qu'à la fois, aujourd'hui, la marque Citroën, elle a un positionnement qui est devenu maintenant plus clair quand on dit, sans avoir honte, qu'on est une marque populaire, que sur certains segments, on n'a pas honte d'être en face de Dacia, etc. On a un positionnement qui est plus clair et donc que l'on assume complètement. Il commence à l'assumer pleinement dans le discours, mais surtout sur les petits modèles. C'est très compliqué de l'assumer sur un SUV C compact comme C5 Aircross. D'ailleurs, Dacia non plus, sur son Bigster, ne dit plus du tout qu'il est low cost. Il l'avoue même plus sur Sandero, alors que Sandero, on sait très bien où ça se place, etc. Mais pour revenir à Bigster, je me souviens de Denis Levotte, le patron de Dacia, qui disait « Oui, on attendait tous Bigster parce que en dehors du segment des citadines, du segment B, le SUV compact, le C, c'est le gros marché européen. Et donc, c'est de l'ordre entre 23 et 28% selon les années. Ce qui veut dire que Denis Levotte et toute la maison Dacia espèrent piquer des parts de marché sur ce gros segment. Sauf qu'ils oublient une chose, ou alors ils ne l'oublient pas, enfin ils oublient de nous le dire plutôt, c'est que ce segment-là, il est majoritairement aux mains des flottes d'entreprises. On est de l'ordre de 60-70%. Le SUV compact, c'est la voiture idéale du cadre moyen en voiture de fonction. Et ça fait un carton. Sauf que Dacia est très peu présent dans les entreprises. Et du coup, ça réduit quand même leur champ de bataille et la part de marché qu'ils peuvent espérer sur ce domaine-là. D'où l'intérêt de proposer un véhicule un peu moins cher qui, lui, pourra parler, s'adresser aux particuliers. Oui, et on revient finalement dans le créneau classique de Dacia, c'est-à-dire on achète une voiture neuve au prix d'une occasion chez la concurrence. Et pour l'instant, les familles qui achetaient des SUV-C en compact, la majorité des familles, achetaient du modèle d'occasion, sur les bons conseils de Manu, achetaient du modèle d'occasion
parce qu'ils ne pouvaient pas se payer du neuf. Là, on entre dans le neuf. Donc, il y a quand même une belle part à jouer, même s'il n'y a pas de modèle 7 places sur Bigster. Alors, on peut se demander s'ils ne font pas la même erreur quelque part stratégique que Renault avait fait avec son Koleos 2, où il n'y avait pas de modèle 7 places, où il y avait un grand coffre, effectivement, mais pas de modèle 7 places. Alors, toujours Denis Levotte nous explique que, oui, 95% de la clientèle éventuelle de Bigster n'a pas besoin de 7 places, certes, mais l'idée et la proposition est importante aussi pour l'acheteur qui achète une voiture dans ce qu'il peut éventuellement en faire et pas de son usage quotidien. Parce qu'il garde en tête que s'il emmène les gamins, il a envie d'emmener toute l'équipe de basket aussi. Donc il y a cette idée-là. Et Dacia nous explique qu'on n'a pas fait de cette place parce qu'il faudrait raffermir les trains roulants, changer les trains roulants à l'arrière, c'est trop cher pour la proposition. Pourquoi pas? Mais encore une fois, Bigster est bien placé et sa gamme est assez parfaite parce que quand vous voyez notamment les prix de Duster, qui s'arrêtent en gros à 25 000 €, Bigster commence à ce moment-là. Et donc ce relais, il est assez bien foutu, comme toute la gamme moteur est plutôt bien foutue aussi. On a de l'hybride partout, un vrai hybride et de l'hybride léger, du 4x4. C'est assez complet et c'est dans l'air du temps. Oui. Alors tu parlais de low cost. En même temps, Dacia, souvent on les entend plus parler de value for money, pour employer un anglicisme, donc le fait d'en avoir pour son argent. Donc ils essaient un peu de monter le curseur. Ils ne montent pas le curseur. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont jamais parlé de low cost. C'est nous, les journalistes, qui avons parlé de low cost dès le départ, parce que c'est dans le jargon économique, low cost, c'est clair, on se situe, on aime bien, nous, des segments, on aime bien classifier les choses, donc low cost, généraliste, premium, luxe. Mais aujourd'hui, il passe à un autre jargon qui est plus, on fait des voitures essentielles, ce que Citroën d'ailleurs a expliqué aussi. Donc on est dans la même gamme aujourd'hui. Mais encore une fois, Dacia, la proposition de Dacia, et Bigster est comme ça, on est dans la bonne moyenne. Ce que disait Manu, on n'en offre pas plus, on n'en offre pas moins non plus. Et effectivement, il y a quand même un problème économique qui se pose chez Dacia, et ce que soulignait Manu aussi, c'est qu'avant Dacia, c'était des moteurs, des pièces, des plateformes ultra rentabilisées, ultra amorties. C'est plus le cas. C'est plus le cas dans le sens où ils utilisent aujourd'hui ce que le groupe Renault utilise. Et donc la marge a tendance à se réduire, même s'ils augmentent. Mais ils augmentent comme l'inflation augmente. Ils sont partis de très bas, mais ils ont appliqué la même inflation que les autres. Simplement, ils restent plus bas, évidemment. Ce problème aujourd'hui de marge risque de se poser encore plus avec la future électrique, la Sandero électrique. On ne sait même pas si elle s'appellera Sandero, mais en tout cas, elle va arriver, elle va faire partie de la triplette Twingo électrique, Nissan petit segment A, la petite électrique, et donc Dacia. Donc avec une voiture qui est fabriquée dans la même usine pour les trois, ça va être une révolution pour Dacia, parce que en bout de chaîne, les prix de revient sont les mêmes pour les trois modèles. Et donc la marge de Dacia, si elle veut se situer en dessous de la Twingo électrique, elle va être très très réduite. Ouais. Pour en venir à l'offre Dacia, c'est pas low cost, c'est value for money, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi aux acheteurs d'accéder à des véhicules mieux équipés. En général, les clients prennent toujours les versions haut de gamme des Dacia. Ils se font plaisir. Et ça, c'est un aspect non négligeable de l'affaire. C'est vrai, parce que quand je disais que c'est du client qui achetait de l'occasion avant pour la même gamme, c'est aussi du client qui, avant, sur le généraliste, acheter le modèle d'entrée de gamme. Et chez Dacia, pour le même prix ou même un peu inférieur, il peut se payer le haut de gamme avec tous les équipements. Parce qu'aujourd'hui, une Dacia, même le Bigster par rapport au Duster, par rapport aux autres, a quand même un écran plus grand. On est à 15 pouces là. On est aussi avec des ADAS, des aides à la conduite, qui ne sont pas top, mais qui existent et qui sont fournis, même pas dans le haut de gamme, qui sont fournis au deuxième ou troisième niveau de finition, donc dans le cœur de gamme. Et donc oui, c'est très intéressant pour les acheteurs. C'est ça, et notamment là je reprenais les propos d'Olivier Mornet, le patron de Dacia France, même sur le Bigster, donc qui est le modèle haut de gamme, il s'attendait à ce que les niveaux d'équipement niveau 3, donc le plus élevé, soient prépondérants. Donc vraiment, c'est une façon aussi d'accéder à des véhicules aux prestations quasiment haut de gamme. Et c'est vrai que avec ces prix qui deviennent délirants sur le marché du neuf, enfin le moindre Austral un peu équipé, c'est combien? C'est 40 000 € à peu près? Alors que le haut de gamme de chez Bigster, c'est 31 et des brouettes. Donc oui, on y est largement. On parlait des problèmes de Dacia sur cette part de marché entreprise où ils ne sont pas. Ils ont aussi un petit problème sur les LOA qui font moins que les autres. Tout simplement parce que la LOA tient aussi largement compte de la valeur résiduelle au bout de 2, 3 ans ou 4 ans. Et la valeur résiduelle est bonne chez Dacia, mais comme on part d'un prix
de départ qui n'est pas si élevé que ça, on arrive à des valeurs pas des valeurs résiduelles, mais des mensualités LOA qui ne sont pas très inférieures aux généralistes. Et c'est pour ça que les gens ont plutôt tendance à acheter en cash plutôt que de faire des locations. Par rapport à d'autres, ça reste important, mais par rapport à d'autres constructeurs. Oui. Chez Dacia, on se félicite d'un taux de fidélité de la clientèle de l'ordre de 70%, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'une fois qu'on vient chez Dacia, même si par ailleurs notre niveau de vie augmente, etc., enfin voilà, on reste finalement fidèle à cette marque. Alors c'est parce qu'on est content de sa voiture, c'est aussi parce que les autres marques coûtent trop cher, on l'a déjà évoqué. Finalement, c'est une marque qui est bien dans l'air du temps, qui répond vraiment aux besoins. Et est-ce que finalement, d'une certaine façon, ça ringardise pas un peu les autres constructeurs ? Ça les ringardise dans le sens où Dacia est, comme tu le disais, dans l'air du temps. C'est-à-dire l'air du temps, on est à l'époque du déplaçoir et plus de la voiture plaisir. Et Dacia correspond parfaitement. Ils sont arrivés à un moment, il y a 20 ans, 21 ans maintenant, ils sont arrivés au début de cette ère-là. Pas d'un désintérêt de l'automobile, parce qu'on ne se désintéresse pas de l'automobile, comme on ne se désintéresse pas d'une machine à laver ou d'un lave-vaisselle. On en a besoin, mais on ne va pas mettre de l'affect dans un lave-vaisselle. Donc on met beaucoup moins d'affect dans une voiture, et donc on s'offre Dacia. Et l'autre raison, évidemment, les gens sont plutôt contents quand même de leur voiture, et ils sont fidèles, mais il y a aussi une autre raison. L'autre raison, c'est que finalement Dacia évolue avec ses clients. Si leurs clients sont plus jeunes et ont une quarantaine d'années et sont plus riches 10 ans après, à 50 ans on est peut-être un peu plus riche parce que les gosses sont partis, eh ben, ils peuvent passer au modèle supérieur. Au modèle supérieur, si on avait un Duster qui est le Bigster, pour emmener les petits-enfants après, et même sur les modèles inférieurs, s'ils le rachètent, il est plus équipé, un peu plus cher, et donc ils sont contents néanmoins. Il y a une interview qui est sortie il y a quelques jours, une interview croisée de Luca De Meo, le patron du groupe Renault, et de John Elkann, patron du groupe Stellantis, dans laquelle il s'élève contre le poids des normes, notamment normes de sécurité, normes anti-pollution, qui font exploser le prix des voitures neuves. Et eux-mêmes en appellent au retour d'une voiture populaire. Donc finalement, ils en appellent à Dacia. Ils en appellent à Dacia, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les normes, Dacia n'a pas systématiquement 5 étoiles à l'Euro NCAP, mais il ne faut pas oublier que les normes de sécurité sont exactement les mêmes chez Dacia comme chez Mercedes. Et ce que John Elkann, comme Luca De Meo ne dit pas, c'est que mettre en place un système différencié de normes, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, c'est totalement anticonstitutionnel. Ça ne peut pas passer. Légalement, ça ne peut pas passer, parce que ça voudrait dire faire de la discrimination effective sur les prix, sur les riches et les pauvres. Et ça, constitutionnellement, c'est pas possible. C'est là où Dacia est très fort, finalement, c'est qu'ils arrivent à proposer malgré tout des voitures quasiment aussi sûres que les autres, tout en préservant un niveau de prix acceptable. Un niveau minimum, parce que Euro NCAP, par exemple, qui teste les voitures, tient aussi beaucoup compte de ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire des aides à la conduite, de la sécurité passive, qui n'est pas obligatoire. Il y a encore il en reste encore un petit peu. Et donc c'est pour ça que Dacia est coincé au niveau des étoiles. Pour autant, il respecte absolument les normes, sinon il ne pourrait pas être vendu. Et les normes sont quand même de plus en plus sévères, oui. D'accord, donc c'est bien ce qu'on disait au début de cet entretien, on en a pour son argent à tous les niveaux, en termes de prestations routières, de sécurité. Donc finalement, le modèle Dacia est un modèle d'avenir. C'est un modèle d'avenir, mais c'est évidemment le modèle que cherchent tous les groupes. Que ce soit le groupe Volkswagen, que ce soit Stellantis, tout le monde cherche. Et personne, pour l'instant, ne trouve la martingale. Pourquoi personne ne trouve ? Parce que tu l'as évoqué, Fiat essaie d'importer sa vieille Tipo, ça marche pas mal, puisqu'ils la vendent pas cher. Donc il y a vraiment une envie, finalement, de... Il y a une envie, mais je pense que c'est très difficile à faire quand on ne crée pas une marque de toute pièce. Dacia a été créé pour ça, avec une espèce d'ambiguïté au début où on disait c'est pas pour nous, c'est pour les pays du Sud. Après c'est arrivé chez nous, ça fait le carton qu'on connaît, mais c'est une création pure. Quand on part d'une marque comme Fiat ou Citroën qui existe depuis 100 ans, c'est très compliqué de changer d'image. On l'a vu dans un autre domaine, on l'a vu avec Seat, qui voulait monter en gamme, sauf que Seat ça reste Seat, donc c'est un généraliste. Plutôt généraliste, assez bas de gamme d'ailleurs, pas en qualité, mais en gamme économique. Et pour s'en sortir, ils ont créé Cupra, qui petit à petit va éliminer Seat. Mais c'est une manière pour Seat de monter en gamme, en créant une marque. Faire l'inverse, je pense qu'à un moment donné, on peut imaginer que dans un groupe comme Stellantis ou Volkswagen, on ait une marque qui vienne de... Il y avait cette idée aussi de revenir avec Lada pour refaire une marque un peu low cost, mais qu'on sorte du chapeau une marque comme ça pour faire du vrai low cost.
Merci beaucoup Michel Holz et Emmanuel Caillot pour ce décryptage du phénomène Dacia pour Autofocus, le podcast de la rédaction de Caradisiaque.